Première question, Christophe Réveillard, d'où sortent ces ONG? Il y a quelques années, je dirais un quart de siècle, personne ne parlait des ONG. Elles sont maintenant installées dans le paysage international. Quelle est l'origine du phénomène? Quelle peut être, en une première analyse rapide, sa signification? Alors, comme toute bonne idée, elle part finalement d'initiatives privées au tout départ. Hein. On est dans un cadre de la fin du 19e siècle. Les organisations non gouvernementales qui n'ont pas ce nom sont des organisations qui se créent généralement pour des motifs humanitaires, parallèlement à l'action des États, mais je dis bien parallèlement à l'action des États. C'est une bonne idée qui va devenir folle, c'est-à-dire qu'elle va être très rapidement récupérée, instrumentalisée, utilisée pour des fins qui n'apparaîtront pas au grand jour. Mais ce qu'il est très intéressant de constater, c'est que finalement le sacre international de l'ONG en tant que tel va se faire par l'ONU elle-même. C'est l'article 71 du Conseil économique et social de l'ONU qui va donner pleine consécration juridique, pleine légitimité à l'action des ONG au niveau international. Et donc, leur possibilité de pouvoir agir avec la bénédiction de l'ONU. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, notamment parce que l'ONU poursuit un but bien particulier, d'une part, et que d'autre part, l'ONU obéit, vous le savez, à des logiques internationales, et non pas supra ou transnationales, mais internationales. Donc, vous me voyez venir, évidemment. Il y a dans le rapport qui existe vis-à-vis des ONG, des États qui sont plus égaux que d'autres. Oui, scénario bien connu. Dominique Fener, vous vouliez intervenir? Oui, la question que je voulais poser à Christophe Réveillard, entre autres, il nous a dit quand on commence à voir apparaître les ONG, qui apparaissent d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu dans ce numéro de Géostratégique, qui apparaissent bien avant 1945, donc bien avant leur institutionnalisation, mais elles n'apparaissent pas n'importe où, dans n'importe quel contexte historique ou culturel. Alors, où apparaissent-elles et pourquoi apparaissent-elles là où elles apparaissent? C'est-à-dire dans le monde anglo-saxon, pour dire les choses très rapidement. Voilà, elles apparaissent de par leur origine, c'est tout à fait exact évidemment ce que vous venez de dire, elles apparaissent de par leur origine dans le monde anglo-saxon. En revanche, elles sont très peu présentes dans le territoire qui recouvre le monde anglo-saxon. Bien au contraire, elles sont tout à fait présentes soit dans les espaces de conflit, soit dans les espaces stratégiques, qui vont conditionner, ou pas d'ailleurs, des conflits stratégiques. Alors, à l'heure actuelle, pour faire un saut presque anachronique par rapport à ce que vous venez de dire, on comptabilise pour ce que l'on sait à peu près 60% des ONG d'origine anglo-saxonne et plus particulièrement américaine. Il y a donc une vraie mainmise de l'origine nationalitaire, si je puis dire, des ONG, une vraie mainmise anglo-saxonne. Nous pourrons éventuellement poursuivre dans le cours de l'émission ce qu'il en découle, et notamment sur la perception qu'ont ces ONG et l'influence qu'elles ont sur le cours, par exemple, du droit international public. Parce qu'elles vont développer très rapidement une expertise juridique, elles vont développer très rapidement une influence, un travail de lobbying, une remarquable, maîtrise de la médiatisation à l'anglo-saxonne, qui va leur permettre, justement, d'agir dans les intérêts anglo-saxons. Donc, cette question était tout à fait pertinente. L'origine nationale des ONG, c'est-à-dire la quasi-mainmise sur les 2/3 des ONG dans une origine anglo-saxonne, en donne une véritable typologie, et c'est une cause qui détermine les conséquences, notamment sur le droit international public. Il y a une multitude d'exemples qui le prouvent, bien sûr. Oui.
Monsieur Réveillard, je voudrais vous poser une question. La question suivante, quelle est l'organisation non gouvernementale la plus ancienne? Parce que on a toujours connu des organisations non gouvernementales. À la fin du XIXe siècle, il y a un certain conseil interpastoral qui avait poussé à une campagne de presse énorme contre le roi Léopold II de Belgique lors de la conquête du Congo. Et déjà, ça avait été instrumentalisé par les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, pour des raisons qui n'étaient pas seulement des raisons humanitaires. Donc je dirais, quelle est la plus ancienne? Quelles sont les ONG les plus anciennes aujourd'hui, qui existent peut-être aujourd'hui? Vous me posez une colle. En réalité, je ne sais pas. On ne doit pas confondre, par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge, ou la Croix-Rouge tout court d'abord, puis le CICR. Ce n'est pas une ONG, c'est une institution tout à fait gouvernementale qui, elle... un statut diplomatique, d'ailleurs. Qui possède un statut diplomatique, mais qui gère en quelque sorte l'action d'une multitude d'ONG. Mais en revanche, vous me posez une colle, je ne peux pas vous dire quelle est la plus ancienne des ONG, toujours active en ce moment. L'apparition, disons, la plus visible des ONG, c'est vraiment fin 19e, et avec une accélération de leur présence au regard de la multiplication des conflits début 20e siècle. Est-ce qu'on peut établir une typologie de ces ONG en fonction de leur spécialité? Parce qu'elles peuvent être de nature diverse. On pense évidemment en France à l'action contre la faim, à des interventions médicales, mais on voit bien aussi qu'il y a des interventions plus politiques au nom d'un certain nombre de principes ou des droits de l'homme, etc. Est-ce qu'il est possible d'établir grossièrement une typologie de ces organisations non gouvernementales? Je dirais qu'il y a deux typologies. Il y a une typologie effectivement en fonction de l'action de ces ONG, c'est-à-dire en quelque sorte leur destination, et puis une typologie au regard de leur puissance, de leur capacité d'influence. Sur la destination de leur action, eh bien, je parlais d'une bonne idée ou d'une idée juste qui est devenue folle. On est parti sur des organisations non gouvernementales à l'origine clairement humanitaire et qui étaient là en quelque sorte correspondant à ce que l'on peut définir dans l'humanitaire, c'est-à-dire essayer de compenser la souffrance humaine due à des conflits ou à la misère. Jusque-là, nous sommes dans la base de l'action humanitaire typique. Mais très rapidement, évidemment, des gens beaucoup plus intéressants, des personnes beaucoup plus intéressées, vont tout de suite se rendre compte quel profit ils peuvent en tirer. Et donc, cette première typologie, de l'humanitaire va rejoindre la deuxième typologie. Ils vont pouvoir, avec des besoins qui sont généralement reliés par des États, démultiplier une action qui, elle, est beaucoup plus intéressée, stratégique, géopolitique, sous couvert d'action humanitaire. Alors, pour revenir à la première typologie, c'est vraiment l'humanitaire qui ouvre le bal des ONG, et puis progressivement, au fur et à mesure d'une stratégie d'hypermédiatisation, parce que les ONG sont spécialisées dans l'hypermédiatisation. Il y a, presque une omnipotence de la maîtrise du média. Une ONG qui n'aurait pas de plan de campagne, avant même de déterminer une action de campagne, est vouée à l'échec. Il y a d'abord donc la maîtrise du média. Cette action de médiatisation va évidemment bénéficier à celles qui disposent de plus de moyens. L'action humanitaire va être légitimée par l'ONU, on l'a vu. L'action humanitaire va donc pouvoir ouvrir la voie à une autre série d'ONG qui vont se spécialiser là dans une action à vocation beaucoup plus, à long terme et beaucoup plus grande ampleur. Celle, par exemple, qui va vouloir déterminer, une spécialité, une compétence juridique, une capacité à pouvoir intervenir dans le droit international public, à pouvoir intervenir dans la création d'une société civile, internationale, transnationale, développant des notions qui dépassent même le droit des États, justement par cette expertise juridique à l'échelle internationale. On va avoir tous les champs d'application de cette société civile à l'échelle internationale, donc le droit des minorités, par exemple, les droits de l'homme et tous leurs dérivés, les droits économiques et sociaux, les mouvements de libération nationaux, etc., etc. Enfin, toute une série, en réalité, la palette tout entière des moyens d'action contre l'État. Parce qu'une spécificité, les deux typologies se rejoignent sur un point, c'est la spécificité d'une action
transnationales en réseau réticulaire, essentiellement portées contre l'action. Et j'ai sur moi le regard pénétrant d'Aymeric Chauprade qui ne me dira pas le contraire, puisque tout ce que je dis là, c'est lui qui me l'a appris. Donc cette action... Chauprade qui nous a rejoint il y a quelques instants, que je salue. Cette action antinationale est une spécificité de l'ONG. Alors, ces ONG, là, on va prendre quelques exemples. Si l'on prend le cas de la France, pour nous, pour le public moyen, l'ONG, on pense évidemment Médecins du Monde, Bernard Kouchner. En France, on est plutôt orienté sur des activités de ce type. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une spécialité très à l'origine des ONG françaises qui est effectivement celle de l'intervention médicale. Les French Doctors, comme on a dit, qui interviennent sur des conflits. Et ça remonte à l'époque de la guerre du Biafra, ça, c'est fin des années 60. Notamment, voilà, c'est ça, pour la création de Médecins sans frontières. Les Boat People, ensuite, voilà. C'est ça la généalogie, un petit peu l'histoire voilà, de cette affaire-là. C'est ça. Alors, pour nos ONG, les ONG françaises, on peut constater deux évolutions parallèles. D'abord, un plus grand respect par rapport aux organisations, anglo-saxonnes, un plus grand respect effectivement de l'action de l'État dans un premier temps. C'est-à-dire que nos ONG interviennent sur des espaces de conflit, puisque les French Doctors interviennent en règle générale dans des cadres de conflit, pour tenter d'apaiser les conséquences des conflits, avec un relatif respect de l'action de l'armée française. Alors, je ne sais pas si c'est, vous savez, de l'œuf ou la poule, je ne sais pas d'où vient, si c'est l'armée française qui réussit dans un premier temps à les cadrer, ou si ce sont eux qui disciplinent eux-mêmes. Mais en tout cas, dans un premier temps, nous avons vu d'authentiques ONG qui vont travailler sur le terrain dans un relatif respect des consignes militaires. Et puis dans un deuxième temps, c'est la montée en puissance de ces ONG, la détermination de plus en plus difficile de l'origine de leurs fonds, de la formation de leurs cadres, même de l'origine de leurs cadres tout court, vous savez, de Français, qu'en reste-t-il maintenant, et une capacité justement à l'opacité sur le terrain, qui va commencer, notamment, les militaires sont assez unanimes sur le terrain, à agacer l'armée française. Vous avez un ouvrage, par exemple, qui a été publié chez François-Xavier Guibert par le colonel de Richouf, qui est très clair là-dessus, où le colonel de Richouf explique très rapidement que, dans son ouvrage, qui est écrit avec beaucoup de courtoisie, mais ferme, c'est un colonel de l'armée française, que finalement, l'armée française est beaucoup plus humanitaire sur le terrain que ces organisations qui satisfont les égos de leurs responsables, qui les aident à bien vivre, mais qui finalement aident à la perpétuation des conflits sur le terrain par l'impossibilité qu'elles ont d'être neutres dans un conflit, dans les conflits aussi imbriqués qu'en Afrique, cela ne veut absolument rien dire, et qui sont mêlées dans des imbrications telles qu'elles gênent l'action de nos militaires sur le terrain. Alors, je suis un peu gêné, moi, de parler des ONG à la française, parce que nous avions une spécificité très claire sur cette thématique, c'est-à-dire l'action transnationale. Et les ONG sont beaucoup plus armées. Je dirais que nos ONG françaises ont encore un train de retard, mais elles progressent vite. Ce sont essentiellement les ONG américaines, les ONG anglo-saxonnes, qui tissent patiemment, par leur expertise, quel domaine que ce soit, une société civile transnationale qui a comme objectif le dessaisissement de l'autorité et de l'influence des États à l'échelle globale. Aymeric, vous vouliez poser une question ? Oui, d'abord pour dire que Christophe Réveillard a dit des choses gentilles sur moi que je mérite pas du tout, mais surtout pour lui faire peut-être lui demander si au fond les ONG, on les trouve pas seulement dans les cultures universalistes, chrétiennes et musulmanes. Parce que à ma connaissance, je dis peut-être une bêtise, mais il n'y a pas d'ONG ou il n'y a pas de phénomène ONG dans les cultures non universalistes. Et donc les ONG d'aujourd'hui, elles sont un peu l'héritière dans le monde occidental des sociétés philanthropiques chrétiennes. Donc c'est ce qui est logique, puisque qui dit universalisme dit logique transnationale, dépassement des intérêts temporels d'un gouvernement, etc.
Et on les trouve chez les islamistes, parce qu'on parle des ONG anglo-saxonnes, mais il y a toutes les ONG islamistes qui aujourd'hui se sont spécialisées dans le détournement de ce qu'on appelle l'aumône légale, la zakat, et qui vivent par la rééjection de ce détournement de l'aumône légale dans les combats islamistes, dans le terrorisme, etc. Donc au fond, c'est un phénomène qui est à la fois un produit et une déviation de deux cultures à visée universaliste. D'une part, le christianisme qui défend une vérité, et l'islam qui en défend une autre, mais vérité qui a prétention à s'imposer universellement. Donc c'est ça, je trouve c'est intéressant, parce que culturellement, elles sont pas nées dans n'importe quel terreau civilisationnel, ces ONG. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est essentiellement le monde anglo-saxon et le monde islamique qui font des ONG des armes de guerre, des armes de combat idéologiques et sur le terrain et qui sont aussi réinstrumentalisées par les gouvernements, puisqu'il y a une espèce d'interaction permanente entre l'ONG qui est de construction d'essence transnationale et les gouvernements qui vont noyauter, comme les Américains le font, réutiliser, orienter l'action de ces ONG. Donc c'est une interaction. On ne peut pas dire d'un côté il y a les gouvernements et puis il y a les ONG, il y a une interaction permanente. Et tout à fait, et notamment parce qu'ils sont devenus messianistes. C'est-à-dire que l'internationalisme d'origine chrétienne, par exemple, a été dépassé par le messianisme anglo-saxon, qui lui aussi a une origine protestante que l'on connaît, mais c'est ce messianisme qui va permettre de le dépasser. Alors cela dit, à la base maintenant de l'action confidentielle des ONG américaines, on trouve quand même l'intérêt de l'hyperpuissance, pratiquement systématiquement. J'en veux pour preuve 2 exemples. La Cour pénale, le statut de la Cour pénale internationale et les révolutions de couleur. Ça, c'est deux cas typiques d'écoles qui sont tellement connus que j'ai presque honte à vous les développer. Mais c'est utile de rappeler ce dont il s'agit à nos auditeurs. Pour la Cour pénale internationale, c'est une action traditionnelle des États-Unis à pousser par une culture transnationale, par le dessaisissement de la souveraineté des États, des gouvernements. Sauf Christophe, pardon, sauf celle des États-Unis. Pardon. En l'occurrence, sauf celle des États-Unis et d'Israël. Donc, très très clairement, les États-Unis sont, par le biais de ces ONG, à l'origine donc d'une bonne idée, si on peut dire. Enfin, évidemment, elle n'est absolument pas partagée autour de cette table, mais par une bonne idée dans l'air du temps, qui est celle donc de la qualification pénale d'actes criminels dans le cadre d'une guerre, ce qui évidemment est très difficile à déterminer, mais ça c'est une autre histoire. Bref. Donc cette action... Plutôt que de parler de bonne idée, disons simplement une idée. Une idée, voilà. Je savais bien que j'allais me faire rappeler à l'ordre, c'est fait. Donc d'une idée, voilà, sans qualificatif, qui est utilisée donc dans un cadre très médiatisé, valorisé donc par les médias et par cet ordre très moralisateur qui règne sur nos relations internationales. Mais ce sont les organisations non gouvernementales, avec toute l'aura, il est impossible de critiquer les ONG, bien sûr, donc avec toute l'aura de bienfaisance, d'humanitaire. L'utilisation de ces ONG sert à 2 choses. D'abord, parce que les États-Unis avancent masqués, et deuxièmement, parce que leur expertise juridique va être très nécessaire dans la détermination en amont des normes qui vont, déterminer justement le statut de la Cour pénale internationale. Donc, dès l'origine, dès l'appel à la constitution d'une CPI, d'une Cour pénale internationale, les ONG sont présentes. Et combien d'ONG ? 2000. 2000 ONG, pratiquement toutes américaines, vont constituer un collectif pour appeler à la création de la CPI. C'est pas rien. Comment voulez-vous résister à un tel phénomène ? Cette expertise juridique est fondamentale pour bien comprendre une orientation transnationale de dessaisissement de l'autorité des États. Ce sont les ONG, appelées à la rescousse donc par l'ONU, comme par hasard, si je puis dire, pour constituer des statuts qui sont très contraignants. Vous avez ensuite, à l'intérieur des débats, puisque les États vont tenter de résister, une deuxième opération qui est là le fait des États-Unis, qui est très, très clairement jouée. On pourrait reparler également du traité de Versailles, c'est exactement la même chose, signature mais non ratification. Les États-Unis s'engagent à signer et signent effectivement le statut de la CPI. Israël également, puisque j'ai parlé d'Israël. Troisième temps, nous passons à la ratification et aux dates limites de signature. Là, cette fois-ci, les États-Unis ont été encore plus clairs. Quasiment à la minute
de la clôture des signatures, les États-Unis retirent leurs signatures et vont signer avec la quasi-totalité des États qui pourraient se retourner un jour contre eux dans le cadre de la CPI, des accords bilatéraux les dédouanant de tout crime de guerre potentiel ou passé concernant ces États. Israël fait de même, et il est trop tard pour les États qui se sont engagés à toute cette contrainte internationale. Dont la France, bien sûr. Dont la France, bien sûr, au premier chef. L'idéologie internationaliste est bien connue, multilatérale et multipolaire, mais multirécidiviste aussi. Internationaliste, sont coincés dans la nasse. Nous avons donc, nous, Français, qui sommes, avec les États-Unis, pratiquement les premiers États à intervenir de par le monde militairement. Je crois que nous sommes les deuxièmes, largement en tête avec les États-Unis. Nous sommes donc maintenant aux premières loges pour voir nos soldats qui font un travail remarquable, qui sont extraordinaires de professionnalisme, de réalisme dans leur action, aux premières loges pour comparaître devant une CPI. Les États-Unis, qui sont les premiers à intervenir de par le monde, dans un cadre beaucoup plus colonisateur, eux, ce sont pratiquement exempts de l'ensemble, on peut pas dire de la totalité, ça serait pas vrai, mais de l'ensemble des conflits qui pourraient entraîner leurs forces armées à comparaître devant la CPI. J'oubliais Israël, mais Israël, comme chacun sait, Israël n'est pas en guerre contre un autre État, donc Israël ne craignait rien à ne pas signer. Le deuxième exemple, c'est les révolutions de couleur. La révolution de couleur, alors là, c'est un cycle très simple. Il faut quand même souligner l'extrême rusticité des Russes, ou de la diplomatie russe, à n'avoir pas vu le piège arriver quand même à vitesse grand V, si je puis dire. Le cycle est très simple, c'est vous prenez un ancien État communiste qui ne fait plus partie de l'Empire soviétique, mais qui est encore pour certains membres de la CEI, et gouverné par un ancien apparatchik communiste, qui a l'habitude, aux yeux de tout le monde, de bourrer les urnes. Une ambassade américaine existe, elle va être le relais essentiel de l'action des ONG américaines qui vont être présentes, qui vont agir sur deux plans. D'abord financièrement, un soutien financier extraordinaire pour ces républiques, notamment dans le Caucase, où on a vu que ça a commencé en Géorgie et puis en Ukraine, mais c'est arrivé aussi au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Très rapidement, on voit une action de dénonciation à l'occasion de l'élection qui va avoir lieu. Ça a échoué en Ouzbékistan. Voilà, justement. Une action donc de dénonciation parce qu'il y a un contrôle financier. J'avais dit deux orientations. D'abord financière. On va créer une université américaine, par exemple. On va financer très fortement des mouvements d'opposition. Et deuxièmement, médiatique. S'il n'y a pas le média derrière, les anglo-saxons sont amputés de beaucoup de leur capacité d'action. Donc des médias derrière qui vont répercuter l'action de cette révolution à laquelle on va donner un nom de couleur. La CIA aime bien les choses simples, elle aime bien dénommer les matériels soviétiques et les actions de ses agents. La dénonciation se fait. Dans un deuxième temps, on a une équipe toute prête, qui doit incarner le renouvellement, même si elle est elle aussi constituée d'anciens apparatchiks, mais qui, eux, sont allés à la soupe américaine, peu importe. En tout cas, une nouvelle équipe est prête, qui incarne le changement, le renouvellement, dans le sens des intérêts américains, qui immédiatement vont imposer la signature d'un traité d'amitié qui inclut la présence d'une base américaine. C'est ce qui s'est passé au Kirghizistan. En Ouzbékistan, ils sont tombés sur un os, c'est-à-dire un homme d'État qui va installer une mitrailleuse en face à Andijan en 2005. Et qui va surtout expulser tous les membres des ONG américaines qui s'étaient réfugiés dans l'ambassade américaine. La grande indépendance des ONG américaines, là, on a pris un coup puisqu'ils étaient tous dans l'ambassade en train de continuer à organiser leur coup. Expulsion des fauteurs de troubles, tous membres d'une ONG soi-disant indépendante, et puis surtout, action de force, action d'autorité, action souveraine d'un État. Et d'ailleurs, ça va être contre-productif, si tu permets, Christophe, mais j'ajouterais que ça provoque un retour de l'Ouzbékistan vers la Russie. Parce que l'Ouzbékistan, qui justement était la république d'Asie centrale, qui essayait de s'émanciper le plus du grand frère russe, compte tenu de son poids démographique, tout à coup, voyant que le régime même est menacé par le vent américain, va se rapprocher à nouveau de la Russie et va jouer aujourd'hui plutôt la Russie et la Chine. Alors j'ajouterais pour aller dans ton sens, il y a tout ça est parfaitement connu aujourd'hui, le grand public ne le sait pas, mais il y a des études universitaires très poussées
que Christophe Réveillard connaît très bien, sur les mécanismes d'organisation des sittings dans les villes, sur l'utilisation des étudiants et des syndicats pour provoquer des blocages politiques dans les grandes villes, pour que ça se fasse de manière non violente. Et il y avait des séminaires qui étaient organisés aux États-Unis où les Américains donc invitaient un certain nombre de leaders étudiants et syndicaux géorgiens, ukrainiens aux États-Unis pour y être formés et voir de quelle manière ils allaient ensuite prendre le contrôle des centres-villes. Et c'est ce qui s'est passé pour la révolution orange de 2004 en Ukraine. Moi, je me souviens que c'était quand même incroyable cette révolution, donc qui était une révolution orange. Vous allumiez la télévision en France, vous mettiez LCI par exemple. L'habillage visuel, c'était des bandeaux rouges. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire que ça allait tellement loin dans la manière dont on voulait façonner les esprits que les médias ouest-européens avaient repris la couleur. C'est tout juste si les gens n'avaient pas des cravates oranges, les présentateurs n'avaient pas des cravates oranges. Dans une thématique très occidentaliste d'ailleurs. Dans une thématique très occidentaliste. Ah oui, bien sûr, occidentaliste américaine. Voilà, américaine. Qui est Occident et Occident. Voilà, c'est ça. Voilà. Je voulais parler de l'américaine, bien sûr. Avec obligation morale de se rallier évidemment au mouvement en cours, faute de quoi, effectivement, on se met en dehors de la communauté démocratique. Voilà. Pierre. Oui, monsieur, je voudrais revenir sur la Cour pénale internationale, et notamment sur le traité de ratification de cette Cour. Je voudrais savoir s'il n'était pas possible d'utiliser une technique qui est très fréquente dans les traités multilatéraux, à savoir les réserves, et notamment les réserves de réciprocité. Parce qu'enfin, de très nombreux traités internationaux sont bâtis de cette façon. Et on voit mal pourquoi la Cour pénale internationale aurait échappé à la règle. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Il n'y a pas eu de réserve? Ça a été une adhésion sans réserve? Alors, s'il y a eu des réserves, mais très limitées, la réserve française, c'est par exemple le commencement d'action pénale potentielle à partir de 2009. Vous voyez, c'est une petite réserve. Une réserve, c'est quasiment pas une vraie réserve. Mais la réciprocité, nulle part, il n'y a eu de réserve. Alors, réciprocité, si, mais à partir du moment où les États-Unis se sont retirés, ils ne sont plus partis au traité, donc il n'y a plus de question de réciprocité. En revanche, pour répondre plus précisément à votre question, il faut prendre en compte l'ensemble de l'idéologie qui a présidé à cette Cour pénale internationale. Critiquer la Cour pénale internationale, c'était commettre une mauvaise action. Le gouvernement français de l'époque était engagé dans une croisade pour le bien. Tout cela démarre quand même en 93. Nous ne sommes pas encore dans le cadre de l'invasion de l'Irak et nous sommes encore dans le cadre de la mondialisation heureuse, celle de Fukuyama, pas encore celle du Clinton. Donc l'action de contester la légitimité d'une Cour pénale internationale n'effleurait même pas l'esprit de nos essayistes, de nos penseurs, voire même de nos politiques. On assiste donc à un élan tout à fait d'innocence, sans aucune lucidité en fin de compte. Ah oui, l'absence de lucidité est manifeste, encore une fois, surtout en ce qui concerne la France. La France, si elle a vraiment une expertise, puisque je reprends le mot attaché aux ONG, une expertise à développer, c'est celle du très grand professionnalisme de ses forces armées, d'ailleurs reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Nous nous sommes mis dans un piège... Je t'interromps, Christophe, Pardon. mais ça existe, la communauté internationale. Reconnu par l'ensemble des États qui ont eu affaire à un moment ou à un autre avec l'armée française. Nous sommes nous-mêmes tirés une balle dans le pied et c'est très grave pour l'avenir parce qu'on pourrait évidemment penser au fait que les traités finalement ne sont que des chiffons de papier que la souveraineté des États pourrait rejeter. Mais malgré tout, nous n'avons pas les hommes d'État capables de faire ce genre d'acte. En tout cas, pas pour l'instant. Alors vous savez, c'est toute une mécanique. Il est très difficile d'extraire des éléments d'un ensemble. Regardez par exemple, j'ai l'impression de quitter un peu le sujet, mais j'y reviens. Regardez comment l'Union européenne exerce une force inhibitrice de nos actions extérieures. Nous sommes, nous, Français, les seuls à demander un élargissement de la politique étrangère de sécurité et de défense, politique européenne de sécurité et de défense, pour pouvoir agir avec la labellisation de l'Union européenne. Mais quand aucun État ne veut nous suivre, eh bien nous nous posons la question de savoir si nous partons seuls ou pas. Il y a quelques années, on partait seuls.
Maintenant, on se pose la question. Eh bien, c'est un peu la même chose pour la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on va partir maintenant dans des actions de souveraineté? Est-ce qu'on va partir dans des actions militaires, dans des actions que l'histoire, notre mission de France éternelle, devrait nous mener? Eh bien, on va hésiter de plus en plus parce qu'on va craindre, eh bien, l'action de rétorsion a posteriori de la Cour pénale internationale. Alors, à propos des ONG qui sont intervenues dans les révolutions de couleur, à la périphérie de l'ancienne URSS, et on a souvent cité et avancé le cas de la Fondation Soros. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur la dite Fondation Soros, l'un ou l'autre d'ailleurs, Christophe Réveillard ou Émeric Choprade? La Fondation Soros, c'est une fondation directement liée aux intérêts de l'État américain. C'est-à-dire que c'est une fondation qui, comme son nom l'indique, a été fondée par le milliardaire américain Soros, spécialisé dans les actions spéculatives à très haut rendement, qui est complètement intégrée à l'internationalisme financier, à la haute finance internationale, et qui donc possède un certain nombre de relais de par le monde et un très grand nombre de soutiens dans les réseaux financiers internationaux. Mais si ce n'avait été que cela, Soros n'aurait pas les leviers dont il dispose. C'est donc derrière Soros, et il s'en cache quand même relativement rarement, c'est donc une action étatique américaine qui se révèle. J'ai l'impression de faire de l'anti-américanisme primaire. C'est un fait très très précis, très clair, que à chaque fois que Soros est intervenu, il est intervenu dans le sens des intérêts anglo-saxons et américains en particulier. Deuxièmement, il y a une spécialisation de Soros, non dans l'humanitaire, mais dans officiellement la défense des droits de l'homme et la rééducation démocratique des peuples, en quelque sorte. Et notamment sur les routes stratégiques des États-Unis d'Amérique, et plus particulièrement encore, pour préciser enfin, dans tout l'Est, dans la lisière euro-asiatique. Si tu insinues que la liberté suivrait des routes stratégiques. C'est malheureusement le cas, liberté avec un petit L, bien sûr. Il y a le cas de Freedom House, la Maison de la Liberté, qui est un peu un opérateur, une sorte de think tank, comme disent les Américains, de laboratoire de la pensée, promoteur de la liberté des droits de l'homme en Ukraine, en Géorgie, et qui recevait des fonds, des subsides, notamment de George Soros, mais c'est pas le seul. Il y a plusieurs intervenants. C'est vrai que Soros mais peut-être qu'on en parlait plus que d'autres parce que lui s'en cachait pas d'ailleurs d'être un promoteur des révolutions colorées. Mais il n'est pas le seul, et il y a de multiples opérateurs avec derrière, comme le dit Christophe Réveillard, l'État américain avec ses agences, avec la CIA, avec ses services. Tout ce qui concerne l'écologie américaine n'est hors de propos. On n'a pas vu, par exemple, les navires de Greenpeace avec force rabattage de médias lors du coulage des bateaux américains qui sont hors. Vous savez que les Américains coulent leurs bateaux de guerre qui sont devenus obsolètes sans aucun questionnement sur le nombre sur les conséquences écologiques. Et Greenpeace n'est pas là. Sur les poissons qui vont en souffrir. Et voilà, par exemple, les poissons qui vont en souffrir. C'est C'est horrible, c'est une horreur. Alors, vous nous révélez ce soir des choses horribles. Oui, mon secret espoir est que vous ne dormiez pas ce soir. Pour les bateaux français, c'est même hors de question. Bon, on a évoqué, notamment le général Gallois l'avait fait, avec des preuves à l'appui, une collusion, et je le dis avec force ici, de Greenpeace avec effectivement les milieux pétroliers américains qui ont développé donc une politique parallèle au rapport de puissance des grandes compagnies pétrolières américaines depuis leur scission historique contre celle occidentale non américaine, donc notamment française, italienne par exemple, et encore plus celles qui agissent dans des zones où les lois Kennedy D'Amato devrait leur interdire d'être présentes. Vous voyez quel pays je fais allusion, l'Iran pour ne pas le nommer. Toutes les voies stratégiques, les approvisionnements stratégiques en oléoducs ou gazoducs, qui ne seraient pas celles déterminées par les compagnies américaines, donc par l'État américain, eh bien, sont systématiquement la cible, toutes les compagnies qui le feraient sont systématiquement la cible de Greenpeace, bien sûr. Au niveau nucléaire français, vous savez que l'une des grandes forces de la France dans l'Union européenne, c'est une relative indépendance énergétique, alors même que l'Union européenne
enfin, mais c'est évidemment un sursaut simplement, vient de faire paraître un livre blanc sur l'indépendance stratégique nécessaire de l'Union européenne, puisque c'est une zone, et de plus en plus avec la fin prévisible de l'extraction pétrolière en mer du Nord par l'Angleterre, eh bien la nécessité pour l'Union européenne de garantir son approvisionnement stratégique. Donc la France gêne dans ce cadre, puisque dans le cadre des grandes philosophies américaines de coalition unilatérale, tout le monde derrière eux, eh bien les Français jurent un peu par leur indépendance acquise grâce au indépendance relative, mais une indépendance acquise grâce au nucléaire civil, d'une part, donc en interne, et d'autre part en externe, par leur capacité, là encore je vise l'Iran, à pouvoir faire bénéficier des États nationaux amis ou à vocation d'être des États qui partagent une conception, disons, plus multipolaire de la société internationale, du droit international public et des relations internationales, eh bien, de faire bénéficier de certaines connaissances du nucléaire civil. Oui, donc Greenpeace, pas innocent dans cette affaire, et des indignations évidemment. J'ai une formule à ce propos. Greenpeace is green card. Ah oui. J'ouvre des gros guillemets parce que nous sommes sur la radio de la francophonie. Donc pardon aux éditeurs. La carte verte, bien sûr, américaine. D'un auditeur, le fondateur d'Action contre la faim, ONG française, prix Goncourt de littérature, Monsieur Ruffin, est aujourd'hui ambassadeur de France au Sénégal. Qu'en pensez-vous ? Non, mais il est évident qu'il y a une promotion nous avons affaire à des vedettes, c'est-à-dire que des personnes qui ont pratiquement tous d'ailleurs une origine 68arde. L'idéologie, donc, l'idéologie bien connue, là aussi, très anti-étatique, très anti-géopolitique dans le sens du respect des rapports de force internationaux, avec cette vision très universaliste, très anarcho-universaliste, en réalité servant les intérêts des grandes puissances, mais on a une origine pratiquement sans exception des grands responsables qui maintenant passent la main, qui sont tous d'anciens 68ards jusqu'au ministre des Affaires étrangères actuel d'ailleurs. Pardon, mais c'est la caractéristique des néocons américains, c'est-à-dire des gauchistes passés à droite. Voilà, même carrément des trotskistes les plus durs. Des trotskistes passés à droite. C'est cette synthèse entre l'idéalisme de gauche, transnational, et aux États-Unis le républicanisme, et en France donc l'UMP. Oui, en fait c'est finalement, dans le cas des néocons, c'est dans le cas des actuels responsables des ONG, juste une question de transfert. On a toujours cette idéologie transnationaliste, on a toujours ces modes opératoires, mais on a simplement changé d'idéologie. Voilà, c'est tout. Quelles sont les ressources? Est-ce que ce sont des gens qui, par humanitarisme, donnent de l'argent, ou est-ce qu'il y a d'autres sources qu'il faut faire entrer? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'humanitarisme compte beaucoup, effectivement. Là encore, capter la capacité médiatrice, disons, des ONG rapporte. Quand vous avez plusieurs milliers, voire plusieurs millions de personnes qui donnent, au total, ça fait beaucoup. Mais ça ne suffirait pas sur un fonds de roulement de plusieurs années, puisque les coûts médiatiques, les coûts COUP médiatiques ne sont pas forcément réguliers. Donc il faut un fonds de roulement. Le fonds de roulement, pendant très longtemps, qui a été réinvesti dans des fondations, était d'origine étatique. Tant pour les Français, par exemple, que pour les Américains. Mais vous connaissez le système des fondations en France, il est très compliqué, très coûteux, c'est très difficile. Le système n'est pas très pratique. Aux États-Unis, créer une fondation pour ramasser beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus facile. Bon. Deuxième élément, vous avez des milliardaires, des personnes riches, très riches même, qui sont issus du big business, qui ont la capacité d'être des éléments de recyclage de la capacité d'investissement du Pentagone, par exemple, ou de l'administration américaine. À partir de là, tout est clair, les fonds sont privés, en réalité, ils viennent des États. Et là, la Fondation Soros, par exemple, on peut évoquer, et je crois que Aymeric Chauprade pourrait nous le dire, en tout cas bien mieux que moi, le rôle de la Fondation Carter, par exemple, dans l'instrumentalisation du conflit bosniaque en Bosnie-Herzégovine. L'ancien président Carter s'est créé une fondation, il est lui-même issu du big business. C'était un milliardaire de Virginie, je crois, de Géorgie, voilà, qui avait fait fortune. Pratiquement tous les présidents américains, sauf peut-être Clinton, sont issus de cette nomenclature financière. Et il a créé une fondation. Sa fondation elle-même a agi dans le cadre notamment
notamment décidées par le gouvernement américain, pour pouvoir faciliter sur le terrain, par le conflit, puis par la résolution du conflit, enfin résolution. Absolument, mais c'est en fait c'est l'héritage de toute la tradition des fondations aux États-Unis, qui elles-mêmes sont les héritières des sociétés philanthropiques anglaises. Donc on revient dans cette ligne. Et les fondations qui elles-mêmes financent le phénomène des think tanks, des centres d'études stratégiques. Donc il y a un lien entre, en amont, vous avez les fondations, puis les think tanks, et tout ça est relié aux ONG qui, elles, agissent dans le domaine international. Tout ça fonctionne ensemble. Bien sûr, il y a des différences, il y a des querelles de chapelle, etc. Il y a des sensibilités différentes. Mais enfin, globalement, c'est un formidable dispositif de puissance transétatique au service des États-Unis, en plus de la diplomatie classique. C'est quand même important de souligner que il y a 200 États dans le monde. Ces États ont des capacités diplomatiques plus ou moins fortes, des capacités étatiques. Et on a un État, les États-Unis d'Amérique, qui en plus ajoute à ces capacités classiques d'un État dont disposent la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres États dans le monde, un dispositif transnational fondé sur des réseaux d'influence, des réseaux transatlantiques, des réseaux transpacifiques, organisés historiquement aussi avec le Japon pendant la guerre froide, et qui a un ensemble, une constellation de fondations, de think tanks et d'ONG. Auquel il faut ajouter d'ailleurs la maîtrise du système de Bretton Woods, c'est-à-dire la capacité pour les énormes organismes internationaux de capitaliser, c'est ce qu'on appelle donc les crédits de compensation. On l'a vu par exemple, c'est un peu ma spécialité, mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, les crédits de compensation du plan Marshall ont été une source de financement phénoménale des mouvements fédéralistes qui ont agi dans le cadre des directives donc américaines. Oui, si tu permets, j'ajouterais qu'il y a une architecture visible de la mondialisation, les instruments de la mondialisation depuis 1945, le FMI, la Banque mondiale, etc. Et à la tête de ces organisations, ce sont des gens qui sont d'abord passés dans l'architecture invisible de la mondialisation, celle dont les médias ne parlent pas, c'est-à-dire les réseaux que nous évoquions, les fondations, la commission trilatérale, le groupe de Bilderberg, les grands réseaux transatlantiques qui adoubent en quelque sorte un certain nombre de personnalités internationales pour vérifier si elles participent de la même idéologie, et ensuite ces personnes arrivent au plus haut niveau de l'OMC, du Fonds monétaire international, etc. Donc j'avais fait une étude très précise il y a quelques années sur justement le parcours des gens qui étaient nommés à la tête de ces organisations dans les premiers, deuxième, troisième niveaux, et je m'étais aperçu, ça allait beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, que tous les gens qui avaient accédé au plus haut niveau étaient passés avant à la commission trilatérale, au groupe Aspen. Je ne sais pas si ces noms sont familiers du grand public, mais si vous voulez, ce sont des réseaux transatlantiques très structurés qui se sont ramifiés pendant la guerre froide à partir des États-Unis et ont fait souche en France. Aspen France, par exemple, date de 1984. Il y a un Aspen au Japon. Et donc les gens dont on parle, que ce soit Pascal Lamy ou aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn ou Bernard Kouchner, tous ces gens sont passés dans ces organismes. Bernard Kouchner, récemment, c'est le groupe de Bilderberg, qui en Turquie l'a reçu. Donc on a aujourd'hui des gens qui sont très clairement au service d'un idéal mondialiste, il faut le dire, au service d'un idéal mondialiste, et pas au service d'intérêts temporels, ceux des États qui sont censés servir. Par exemple, pour illustrer ce que tu viens de dire très, très justement, il y a un certain nombre de Français qui sont français avec leur passeport français, je veux dire pas uniquement d'origine française, qui travaillent dans des think tanks américains à Washington ou à New York, par exemple, et qui nous délivrent une bonne parole internationaliste de ce milieu très réticulaire, très organisé en réseau, et qui valide effectivement l'accession aux plus hautes responsabilités d'hommes qui ne vont être, ou d'hommes ou de femmes, qui ne vont être finalement que des relais de leurs actions. Et qui valident toutes les guerres américaines, successivement, depuis la première guerre du Golfe jusqu'à celle de 2003, le Kosovo, etc. C'est un point, on parlait des hommes aujourd'hui qui sont aux affaires internationales en France, ils ont quand même un point commun au-delà des sensibilités politiques divergentes de droite et de gauche, c'est d'avoir été tous en faveur en 2003 de la guerre
contre l'Irak. Et tous en faveur du traité constitutionnel. Et tous en faveur de l'indépendance du Kosovo. Enfin, ils sont tous sur une ligne d'ingérence pro-américaine. C'est important quand même de le rappeler. Je le dis sans polémique à leur encontre, mais c'est la réalité. Non, mais c'est important de rappeler les faits, oui. Ce sont des faits. Sûr. Oui. Alors, est-ce que l'on peut établir un lien entre l'action des ONG que nous avons évoquées et l'action des églises protestantes américaines, dont on voit bien qu'elles sont elles aussi très présentes dans certains pays, qu'elles jouent leur rôle dans des actions qui, sur le plan politique, vont avoir des effets de déstabilisation. Je crois qu'on a répondu en partie à cette excellente question, mais en partie seulement, effectivement, quand on a évoqué le messianisme anglo-saxon, donc d'origine très clairement protestante. Tous les concepts, par exemple, de nation building, de reconstruction d'une nation, de construction d'une nation, de rééducation démocratique, proviennent de cette idéologie messianiste. C'est une idée qui est fondée sur le déracinement, qui est anti-traditionnel, si vous voulez. Au lieu d'imaginer l'enracinement, la contemplation, l'idéologie messianiste protestante américaine, elle, parie, vise au bougisme, à l'ordre, disons, instable, et surtout au déracinement, à la massification du déracinement. Elles sont par exemple très actives en Amérique latine pour la promotion de sectes, protestantes ou non d'ailleurs, pour déraciner le catholicisme inhérent à cette population, notamment au Brésil. Donc on a là une vision très universaliste, mais à vocation messianique, effectivement. Même si chez les néocons, par exemple, on a des trotskistes qui ont passé par pertes et profits depuis un certain temps leur vision, la vision transcendantale. Hein. On est vraiment en face de personnalités qui ont finalement qui ne développent qu'une idéologie à tendance très immanentiste. Sauf tout un milieu catholique qui a été pris au piège en quelque sorte. Mais je dirais c'est normal. C'était un catholicisme déviant, un catholicisme qui avait accepté les prémices rationalistes de l'idéologie révolutionnaire, qui finalement ont joué le rôle de transition, un peu comme les démocrates chrétiens dans les années 50 pour l'idée européenne. Dont l'origine était clairement américaine. Donc pour répondre avec un temps de retard à Dominique Venner, je dirais que apporter des précisions, il y a effectivement plusieurs visions de l'universalisme dont on parlait. Il y a une vocation, par exemple, qui est celle de l'Église catholique, qui est une vision, vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, universelle dans le sens de la transcendance, bien sûr. C'est-à-dire chaque homme vis-à-vis de Dieu. Mais cela n'induit pas, par ailleurs, une uniformisation du rapport des sociétés ou de l'homme vis-à-vis de Dieu. Bien au contraire, le catholicisme a par exemple développé les notions d'État, de souveraineté, de communauté d'êtres humains, sociales, etc., tout à fait attachées à un enracinement particulier, à des traditions, à des façons d'organiser une culture, une économie humaine propre à leur communauté. Donc on a un universalisme dans le sens du salut, bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, dans le sens du salut. Nous n'avons pas, en revanche, la volonté d'un universalisme qui déracinerait un peu ces sociétés, qui leur donnerait, je dirais, vocation à être uniformisées. Mais ce que Christophe dit, c'est que lui, il défend manifestement l'idée qu'il peut y avoir universel sans déracinement, à la différence du protestantisme, qui en plus ajoutait un élément fondamental, on parlait de communauté, etc., qui est l'individualisme. C'est-à-dire la conciliation très forte. Pourquoi l'évangélisme protestant aujourd'hui marche si bien? C'est parfaitement compatible avec l'idéologie libérale qui place l'individu et la satisfaction des appétits de l'individu au centre de tout. On se fait sa propre religion. On est son propre clergé. Donc il y a cette dimension individualiste qu'il n'y a pas dans le catholicisme, qui reste quand même, l'Église romaine est effectivement forcément à fin universelle, puisqu'elle défend une vérité à des fins universelles, mais il y a quand même une différence, c'est vrai, notoire sur le plan philosophique avec le protestantisme, c'est que il y a quand même une reconnaissance de fait depuis saint Thomas d'Aquin, même avant,
j'en oublie certainement, de la notion d'État et de la notion de communauté. Après, la question, c'est effectivement, est-ce que le fonds universel ne mène pas inévitablement à une forme de dissolution de l'enracinement et de l'identité? Et ça, c'est la question philosophique ça pourrait centrale. ça pourrait être le cas dans le cas d'une déviation. C'est ce qu'on a vu dans le cas de la déviation révolutionnaire que représente par exemple la démocratie chrétienne. Quand les catholiques deviennent démocrates, ils sont en acte déviants par rapport à ce que leur enseigne le catholicisme, d'une part, et d'autre part, par exemple, vous parlez fort justement, ce sont des hommes, donc séparons un peu l'action des hommes de leur religion, mais par exemple, l'action des missionnaires, les missionnaires catholiques, contrairement aux missionnaires protestants, qui ont une culture très exclusiviste, qui imposent leur langue, qui imposent, etc., les missionnaires catholiques vont par exemple être ceux qui, chez les Indiens d'Amérique latine, chez les Esquimaux, vont créer les dictionnaires, mettre en forme pour sauvegarder les coutumes locales et leur apprendre, effectivement, c'est un média de leur religion, c'est-à-dire le convertir en credo, bien sûr, en catéchisme, mais dans leur langue. Donc c'est à la fois un maintien de la spécificité culturelle de la population, cette population ayant vocation, bien sûr, à être évangélisée. Donc comme toute notion très, très belle et très sensible, il y a une très grande délicatesse à manier ces notions. Disons qu'il y a l'Église catholique et il y a de très nombreuses perversions qui se sont créées, la première étant, et malheureusement la plus terrible, celle du protestantisme, une vocation au messianisme à prémisse rationaliste, révolutionnaire, évidemment. Il y a un intérêt pratique, pragmatique, politique que pourraient représenter des organisations de ce genre pour des pays qui sont en concurrence ou qui aspirent à l'être avec l'hyperpuissance. Oui, mais parce que au fond, pour ces intérêts, pour ces puissances dont nous parlons, la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres puissances, la poursuite des intérêts temporels ne nécessite pas la conversion de l'autre. On défend ses intérêts temporels, c'est une question de rapport de force, mais il n'y a pas d'idéal de conversion de l'autre. C'est ça la différence fondamentale, c'est que dans l'islam et dans le christianisme, on est dans une logique de conversion, puisqu'on défend une vérité unique, et donc cette vérité a vocation à s'étendre universellement. C'est la raison pour laquelle le phénomène des ONG me semble pas uniquement lié au 19e siècle anglais, aux sociétés philanthropiques, à la construction des États-Unis, bien avant d'ailleurs au messianisme américain, mais on pourrait presque remonter jusqu'aux sociétés chevaleresques transnationales, européennes, chrétiennes, aux ordres de templiers ou d'hospitaliers qui allaient défendre une cause de nature transnationale et qui parfois s'inscrivaient en contradiction avec la politique nationale des États. Donc d'une certaine manière, le phénomène des ONG, est-ce que c'est pas la forme moderne des ordres de chrétienté médiévale? Du messianisme en général. Du messianisme en général. Oui. Et alors, comment lutter contre les ONG? Prenons le cas d'un pays directement concerné, qui est la Russie, que vous connaissez bien, je crois, Aymeric. Quels sont les moyens qui peuvent être utilisés? Comment lutter contre les ONG? À mon avis, contre l'influence délétère des ONG. En faisant des ONG. Voilà. Faisant d'autres ONG. Non, c'est horrible ce que je dis, mais enfin, au fond, aujourd'hui, tous les États qui essaient de lutter contre eux, alors il y a deux solutions. On peut faire comme les Russes ou les Chinois, c'est-à-dire qu'on expulse. C'est assez efficace. Les Russes, quand les Russes ont compris qu'il y avait un phénomène à la périphérie de révolution colorée, ils ont mis dehors Freedom House, ils ont mis dehors pratiquement toutes les ONG américaines, infiltrées, financées, et depuis, ça va beaucoup mieux chez eux. Voilà. Et les Chinois font la même chose, ils ont des listes bien tenues et dès que quelque chose va de travers, ils mettent dehors. Bon, et la deuxième possibilité, dans les sociétés occidentales qui sont complètement infiltrées finalement de ces logiques d'ONG qui influent sur les médias, etc. Ça peut être aussi de créer une organisation dont la structure finalement est non gouvernementale, mais dont le contenu idéologique n'est pas transnational et n'a pas de visée justement mondialiste. Ça peut être une manière de créer des réseaux contre d'autres réseaux. Parce que aujourd'hui, il est clair que la mondialisation de l'économie fait qu'il y a quand même un croisement des capitaux, un croisement des intérêts économiques, et que les logiques de réseau sont de plus en plus puissantes face aux seules logiques de souveraineté.
Et donc là encore, soit on est dans une logique qui peut se défendre d'autarcie, c'est-à-dire on peut se dire, et je pense que c'est pas totalement idiot de défendre aujourd'hui, comme le font un certain nombre de pays, la possibilité de se recentrer sur nous-mêmes et de défendre une certaine autarcie, ou alors on dit on reste nous-mêmes, on défend notre identité, mais on utilise ces canaux qui sont des réseaux, mais évidemment avec une idéologie complètement contraire. Il n'y a pas me semble-t-il, de solution idéale. À quel pays vous faites allusion en parlant justement d'autarcie? Non, pas d'autarcie, mais par exemple... Le développement auto-centré oui, je pense la Chine et la Russie sont par exemple deux acteurs qui, évidemment, cherchent à jouer un rôle dans la globalisation des intérêts économiques, mais qui développent des politiques économiques nationales. La politique énergétique, par exemple, de la Russie est centrée sur l'intérêt national. Aujourd'hui, le président Poutine, il fait de l'énergie le levier de reconstruction géopolitique de la Russie. Il met l'économie au service de l'identité nationale et de la nation. Et les Chinois font la même chose. Je vais donner un exemple très précis avec les Chinois. Les Chinois font venir un certain nombre d'investisseurs, provoquent le transfert de technologies de l'Occident vers la Chine, et puis au moment où ça sert leurs intérêts, ils sont en rupture avec les standards occidentaux. Ils renationalisent, ils font des lois rétroactives, ils appliquent pas du tout les principes du commerce international et des standards occidentaux. Donc c'est une logique à la fois d'ouverture mais unidirectionnelle, qui sert leurs intérêts au moment où ça les arrange et quand... Oui. Et sur les rapports entre les ONG et les médias, vous avez évoqué ça, comment ça se passe? Les rapports entre les ONG et les médias. C'est pas a priori évident, les ONG ne viennent pas dicter aux médias le discours qu'ils doivent tenir. Les médias dépendent de propriétaires qui ont la réalité du pouvoir vis-à-vis d'eux. Comment ça s'articule tout ça? Ben, ça s'articule, encore une fois, on revient à la communauté d'idéologie, à la communauté d'idées qui concerne les médias, qui concerne les ONG, et qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs principaux des ONG sont très régulièrement invités, on fait leur promotion, etc. Bien sûr, c'est pas une logique de contrôle direct avec un organigramme très clair entre des ONG qui contrôleraient des médias. Chaque organisation a son autonomie de principe, mais il y a des interactions de plus en plus fortes, et le fait est de constater que les médias occidentaux qui sont possédés aujourd'hui essentiellement par des multinationales, par des fonds de pension, etc., souvent d'ailleurs de plus en plus américains en ce qui concerne la France, évidemment relaient l'idéologie dominante. Ce qui est déterminant finalement pour vous, c'est l'existence d'une nomenclatura idéologique porteuse d'un discours unique, à peu de choses près, et permettant une normalisation idéologique des sociétés qui ont vocation à subir l'hégémonie de l'hyperpuissance. Oui, mais enfin, ça pourrait être désespérant ce que vous dites, mais ça l'est pas forcément, parce que c'est le problème de cette nomenclatura, c'est qu'elle tourne de plus en plus en circuit fermé, et que elle est de plus en plus en rupture aussi avec la réalité des peuples.